Mesdames, Messieurs, le 20 novembre 2020 dernier, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de l'enfant. BNODD TV, en collaboration avec le Fonds Urgence Identité Afrique, avait fait un plaidoyer sur la cause des enfants sans identité légale. Ces enfants qui n'ayant pas date de naissance n'ont aucune existence légale. Nous recevons aujourd'hui l'un des responsables de ce fonds qui est depuis quelques jours en visite au Bénin. Avec lui, nous allons reparler à foison de ce sujet préoccupant ici au Bénin et partout en Afrique subsaharienne. Nous irons avec lui à la racine de la maladresse qui fait que certains de nos enfants naissent sans trace et il nous dira ce qu'il va falloir faire pour inverser ici et ailleurs en Afrique subsaharienne cette tendance très lourde. Bonjour Monsieur André Francario. Bonjour Madame Sabo. Vous êtes l'un des visages de Urgence Identité Afrique. Voudriez-vous bien vous présenter et présenter votre fonds? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'entretenir, d'abord de présenter la structure que je représente, mais également de parler d'un sujet crucial. Parce que c'est un sujet qui tient en haleine nos États, qui tient en haleine nos populations, les parents, qui sont les géniteurs des enfants, et puis également tous les services, j'allais dire, déconcentrés et décentralisés de l'État, qui participent à, j'allais dire, à l'enregistrement des naissances sur les différents territoires. Pourquoi est-il urgent de se pencher sur la question de l'identification des enfants et même des personnes ici au Bénin et en Afrique? C'est principalement, je crois, et ça il faut le rappeler, il faut peut-être même insister, c'est d'abord une des responsabilités des parents que de déclarer leurs enfants et de l'enregistrer à l'état civil dès qu'ils naissent. Mais également aussi cette urgence tient lieu par rapport aux chiffres qui nous sont présentés par les organisations internationales qui accompagnent les États, car il faut savoir que ce sujet de l'enregistrement des naissances à l'état civil est une prérogative de l'État, est un sujet régalien. Donc ce sont les États qui doivent organiser l'enregistrement des naissances. Et cette préoccupation vient du fait que les chiffres qu'on nous montre depuis un certain nombre d'années sur le continent africain ne sont pas bons du tout. C'est la Banque mondiale qui estime qu'il y a plus de 500 millions de personnes sur le continent africain, à peu près un peu plus de 40% de la population africaine. Nous sommes autour de 1,2 milliard, 1,3 milliard de population sur le continent africain, mais 500 millions de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité. Et quand on dit, effectivement, et quand on dit ne peuvent pas prouver leur identité, il y a deux aspects. Premier aspect, il y a tous ceux qui n'ont pas été déclarés et enregistrés à la naissance. Ces enfants, ces nouveau-nés. Ces nouveau-nés. Et bien sûr, qui sont devenus aujourd'hui adultes, dont certains sont devenus adultes. Et puis, il y a également tous ceux qui, peut-être en possession de leur acte de naissance, ayant été déclarés à la naissance et en possession de leur acte de naissance, ne sont pas en capacité de se faire établir des papiers d'identité, soit une carte d'identité nationale, soit un passeport, un permis de conduire, et j'en passe. Tout simplement parce que le coût d'acquisition de ces pièces d'identité est prohibitif pour ces populations vulnérables et en très grande pauvreté, et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, j'allais dire, avoir cette pièce d'identité pour se déplacer, pour ouvrir un compte bancaire, pour avoir une police d'assurance, pour être un client de toutes les sociétés de commerce aujourd'hui qui proposent des services et des produits à consommation. Quand nous prenons votre fonds, quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? Alors, le Fonds Urgence Identité Afrique a pour vision de donner une chance de pouvoir devenir un citoyen à part entière, car c'est une fois qu'il a été déclaré, enregistré à l'état civil, que le nouveau-né devient un citoyen, qu'il peut jouir de ses droits fondamentaux et qu'il peut poursuivre sa trajectoire de vie. Il devient un citoyen à part entière, il a une existence légale, une identité juridique. Et à partir de là, il est capable d'évoluer dans la vie sur de bonnes bases. Et votre vision est en parfaite harmonie avec l'ODD 16, cible 9, stipule que d'ici à 2030, il faut garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. Quelle est donc la partition que votre fonds joue pour aider nos États à atteindre cet objectif d'ici 2030? Je crois que le principal objectif ici, c'est de pouvoir créer une véritable culture de l'enregistrement des naissances.
Car ce qu'on constate, et dans les causes qui nous remontent à la surface pour le défaut d'enregistrement de naissance, c'est surtout le fait que, les parents, souvent pour des raisons personnelles à eux, soit par ignorance déjà, ne savent pas qu'ils doivent aller déclarer leurs enfants. Ça, c'est une bonne proportion des parents. Il y a d'autres parents aussi qui refusent d'aller déclarer, de faire cette démarche citoyenne volontaire, tout simplement parce qu'ils ont des buts inavouables ou inavoués et qui militent en faveur de la non-déclaration. Je vous expliquerai plus tard. Et puis, il y a aussi donc tout le poids économique, on en parlait tantôt, le coût dans certains pays, déclarer son enfant à l'état civil et avoir son acte de naissance a un coût. Donc c'est un coût. Pour ses parents aussi, le fait de se déplacer de l'endroit où la mère a accouché, que ce soit à domicile, que ce soit dans un centre de santé, à l'hôpital, dans une maternité, et le centre d'état civil qui est souvent éloigné de quelques kilomètres, fait que les parents aussi doivent intégrer un coût de déplacement aller-retour. Et vous savez que souvent, quand vous arrivez dans nos administrations, ce n'est pas pour jeter la pierre à nos administrations, les maires et autres font de travail, et les préfets font des travaux formidables sur nos territoires. Mais l'éloignement des centres d'état civil impacte également les parents qui trouvent des raisons économiques pour ne pas faire ce déplacement. Ce sont des raisons qui expliquent le fait que ces parents n'accordent pas une importance à l'acte de naissance, un acte qui est quand même banalement qui est très simple a priori quand même à faire. Avoir un acte de naissance pour un enfant, c'est une œuvre importante pour l'avenir de cet enfant. Alors, où se situent exactement les responsabilités? Quand nous prenons les parents, quand nous prenons la société civile, les décideurs politiques, où se situent leurs responsabilités? Alors, les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Toutes les parties prenantes, donc des parents jusqu'à l'État. Nous prenons les parents. Les parents, c'est leur devoir d'aller déclarer leurs enfants. Ils ne le font pas pour plusieurs raisons. On a quelques raisons. Il y a d'autres raisons également qui peuvent s'y ajouter. Des raisons économiques. Il y a des raisons cultuelles. Okay. Donc, effectivement, en fonction de l'appartenance à telle ou telle religion, bien sûr, je ne veux pas indexer telle ou telle religion, certains parents ne font pas cette démarche ou sont influencés par des chefs religieux qui ne font pas cette démarche. Il peut y avoir aussi des raisons culturelles. Bien sûr, par le fait que dans certaines contrées, vous savez, on ne vient pas, lorsqu'il y a des campagnes, par exemple, de recensement de la population, on ne vient pas dénombrer dans une maison. Je sais que dans certains pays sahéliens, on ne vient pas dénombrer dans une maison les personnes qui restent, qui vivent dans cette maison, parce que ça porte malheur. Donc, il y a des raisons culturelles aussi qui font qu'on ne peut pas. Ces raisons culturelles sont beaucoup plus concentrées dans les zones rurales, ou bien il y en a également dans les zones urbaines? Alors, on va dire oui, principalement dans les zones rurales. Vous savez, le problème des zones rurales, c'est qu'on on est confronté à des populations qui sont souvent analphabètes, qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leur cursus scolaire ou n'ont pas été du tout à l'école. Et puis, il y a aussi le fait que, dans le cadre de l'histoire de nos pays, il y a eu des grands déséquilibres territoriaux, ce qui fait que tous les pays côtiers, où se situent les grandes villes africaines, Dakar, Abidjan, Cotonou, et j'en passe, ont bénéficié de la présence ou de l'apport de la civilisation occidentale. Et puis, les pays de l'Hinterland ont été moins impactés, c'est-à-dire où l'avancée de la colonisation, la présence coloniale a été moins forte. Et ça a engendré effectivement des retards, et notamment dans donc la mise en place des états civils. On le constate ça aujourd'hui, par exemple, l'un des chiffres que je peux vous donner, c'est le journal Le Monde qui a fait un remarquable article, une tribune récemment, début janvier de cette année, et où il démontrait qu'il y a plus de 400 000 écoliers dans la zone nord du Cameroun qui sont sans identité, donc des écoliers fantômes qui ont été admis à l'école aujourd'hui primaire et qui sont sans identité. Le Bénin vit le même problème. La question ici est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne. Alors, pour changer la donne, je crois que c'est pas simple. D'abord, je voudrais emprunter les propos de Eric Orsena, un des académiciens français, qui disait « Plus c'est compliqué, plus c'est rejeté ». L'état civil, c'est compliqué. Lorsque vous l'abordez avec tous les sachants cette question, ils se prennent la tête. Ils disent comment va-t-on résoudre ce problème, par quel bout il faut le prendre. Et du coup, quand on n'arrive pas à trouver le bon angle, on a des difficultés à appréhender ce sujet.
Mais je crois que la particularité du Bénin, le Bénin est aujourd'hui un pays pionnier. J'ai eu la chance, durant mon séjour à Cotonou, de rencontrer des hommes et des femmes formidables qui sont aujourd'hui placés à des niveaux de responsabilité dans des structures étatiques qui s'occupent de cette question. Et je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris. Et agréablement surpris par l'expérience béninoise qui aujourd'hui s'appuie sur le numérique. Pour appréhender ce problème, il faut prendre le bon nom d'attaque. C'est pour ça que prendre cet angle, et notamment la mission, rapidement je vous parle de cette mission qui m'a conduit sur le Togo, c'est sur les écoliers. Par exemple, je parlais des écoliers au nord du Cameroun. La même chose se pose au Togo, ou par exemple dans la commune des Lacs 1, qui est la commune de Anéro. On a dénombré sur cette commune, qui est une commune de 50 000 habitants, 8 000 aujourd'hui élèves fréquentent les 31 écoles publiques primaires de la commune. On a 2941 écoliers sans état civil. Oh là là. Oh là là. Il y a du travail à faire encore. Le travail est énorme, mais à la faveur de la digitalisation du numérique, on peut aller beaucoup plus vite. Même si, attention, il faut faire attention. Ce n'est pas le tout numérique qui va résoudre la situation. Il va falloir travailler sur la sensibilisation vis-à-vis des parents pour leur faire comprendre qu'il est important de déclarer leur enfant. Il faut travailler également sur le plaidoyer vis-à-vis des États. Il faut que l'État manifeste une volonté politique, comme c'est le cas chez nous, au Bénin. Aujourd'hui, il y a une véritable volonté politique qui s'est manifestée depuis l'avènement du président Patrice Talon et qui a pris le problème après le corps. D'autres États également aussi dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest également sont engagés dans ce processus. Et puis, ces États sont accompagnés par des organisations internationales. Aujourd'hui, l'UNICEF qui travaille beaucoup sur l'enfance, travaille sur la question de l'identité. Le ACR également travaille également sur cette question, notamment sur les questions d'apatridie. Vous savez qu'il y a encore des pays africains, et ça il faut le signaler, où la mère ne peut pas transmettre sa nationalité. C'est le père uniquement. C'est le père uniquement. Il y a des pays africains où la mère ne peut pas aller déclarer la naissance de son enfant. C'est le père uniquement. Mais donc, vous voyez toutes ces contraintes. Dans notre pays, c'est le même cas ici. C'est souvent le papa qui déclare son enfant. Oui, mais est-ce que c'est sur le plan légal? Peut-être qu'on le fait de manière informelle. Il y a beaucoup de... Quand je dis pas ignorance... Il y a de ces papas qui sont très négligents. Hein, bien sûr. Après la naissance, aller dans un centre d'état civil pour déclarer son enfant, ils se disent, nous allons le faire demain, après-demain, puis des années passent. Et ces enfants grandissent sans hâte de naissance. Tout à fait. Donc, il y a la négligence également de la part de nos parents. Tout à fait. Qui contribue à cet état de choses-là. Alors, quel risque plutôt encourt un enfant qui n'a pas d'identité illégale? Écoutez, les risques sont énormes. Je crois que le premier, c'est d'abord le fait d'être une personne qui n'est pas reconnue par son État, d'abord. Donc, qui n'est pas un citoyen de son État, qui est quelqu'un qui va vivre dans la précarité, dans l'errance, et qui sera sujet à toutes les formes d'exploitation humaine. Adoption illégale, mariage forcé ou mariage précoce, les problèmes de travail forcé. On voit beaucoup d'enfants, vous êtes au courant de beaucoup d'enfants qui travaillent dans les champs, dans les plantations. Donc ça aussi, c'est un problème récurrent. Également, des enfants qui sont enrôlés dans les bandes djihadistes et terroristes. Ça aussi, ce sont des femmes qui existent. L'esclavage sexuel. Aujourd'hui, ça aussi, c'est un phénomène, une conséquence de ce défaut d'identité. Et j'en passe, il y a énormément de conséquences. Et bien sûr, il y a tout le fait que ces enfants ne puissent pas avoir accès aux services essentiels. L'éducation. On a vu aujourd'hui que les écoliers qui sont à l'école, qui sont en classe de CP et qui vont aller... L'assurance, avoir accès bien sûr aux aides sociales, l'assurance maladie, avoir accès également au programme de vaccination. Lorsque le programme de vaccination est mis en place par des organisations ou par l'État, souvent c'est les enfants qui sont identifiés, dont les parents ont identifié les enfants qui sont vaccinés. Et puis, si vous ne connaissez pas l'âge de votre enfant, comment voulez-vous lui administrer le vaccin, le bon vaccin, puisqu'il y a des vaccins qui sont à date et en fonction de l'âge. Or, vous n'avez pas la naissance, la recherche des naissances n'est pas faite. On ne connaît pas l'âge de l'enfant, encore moins son nom, le petit nom. Même son âge. Son âge, parce que c'est vrai, dans certains pays, on a remarqué par exemple en Côte d'Ivoire, quand l'UNICEF Côte d'Ivoire a travaillé en Côte d'Ivoire en 2018 sur l'identification des personnes, on s'est aperçu qu'ils avaient recensé plus d'1 million d'enfants dans le système scolaire ivoirien qui n'avaient pas d'acte de naissance. Ils se sont attaqués à ce million d'enfants. Parce que pour eux, le plus important, c'était de faire en sorte qu'ils ne sortent pas du système scolaire. Et ils se sont aperçus que dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, les parents
de ces enfants étaient dans le même cas que leurs enfants. Voilà, donc ils ont... C'est une voilà, histoire qui se répète. Qui se répète, voilà. Malheureusement, c'est une histoire qui se répète dans pas mal de cas. Alors, nous constatons que le phénomène est récurrent dans plusieurs pays africains. Et qu'est-ce que les chefs d'État doivent faire concrètement? Vous avez dit tantôt qu'il y a ce problème de distance et il y a ce problème économique, le pouvoir d'achat de chaque communauté. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour réduire ce problème? Tout à fait. Je crois qu'il y a c'est à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan législatif, il faut qu'on ait des lois qui permettent de déclarer l'enrichissement des naissances universel, gratuit, et que ce soit accessible à tous. Je crois que là, on aurait fait un grand pas. Et permettre aussi de corriger toutes ces appréhensions qu'ont les femmes qui ne peuvent pas aller déclarer leurs enfants, ou qui ne peuvent pas transmettre la nationalité à leurs enfants. Voilà, ça, je crois qu'il faut protéger les populations vulnérables. Et puis, ça, c'est sur le plan législatif. Maintenant, sur le plan économique, je crois que à ce niveau-là, il faut décréter, il faut que l'État décrète l'enrichissement des naissances comme une grande cause nationale. Une grande cause nationale. Une subvention? Oui, ça peut être bien sûr avec des subventions. Les subventions, c'est pas, c'est moins l'absence de moyens financiers. Les moyens financiers, il y en a. Les organisations internationales et même des États mobilisent des sommes folles justement pour cette question. Mais malheureusement, c'est pas utilisé à bon escient. Et donc, il faut aussi rationaliser le cadre de notre administration. Vous savez, aujourd'hui, c'est la décentralisation. Ce sont les communes, les mairies qui s'occupent de l'état civil. Or, vous savez que ce sont les parents pauvres de l'administration dans nos pays. Elles attendent les dotations du pouvoir central. Et pour peu que la mairie ou la commune ne soit pas en bon terme avec le pouvoir central, voilà, elle n'a pas souvent les moyens de disposer, de pouvoir travailler sur ce sujet, entre autres, parce que l'état civil n'est qu'un aspect de ce dont s'occupent les mairies sur les territoires. Donc ça aussi, c'est important. Il faut que les États donnent du pouvoir économique ou transfèrent de manière régulière et non pas de manière sporadique aux collectivités locales des moyens suffisants pour que l'administration territoriale s'occupe de cette question. Bien sûr, quand je parle de moyens et de moyens financiers, je veux parler aussi de moyens humains. Parce que ce qu'on constate aussi, le personnel qui est utilisé pour faire l'enregistrement de naissance, donc les officiers d'état civil, souvent ne sont pas très bien formés et ne subissent pas tout au long de leur carrière une formation continue. Il y a aussi, on ne voit pas pour ces officiers d'état civil une évolution de carrière. On reste tout le temps officier d'état civil sans évolution, il n'y a pas de promotion, donc du coup, il n'y a plus de motivation. Et ce n'est pas un métier, j'allais dire, valorisant à l'heure actuelle. Donc il faut valoriser davantage ce métier, c'est quand même le métier qui enregistre la vie. Voilà. C'est la vie, c'est l'humain. Donc il est au cœur du système de nos populations. Et l'une des recommandations aussi qu'on peut faire, c'est qu'il faut aussi travailler davantage. Il faut, revenir continuellement. Et pas de manière sporadique ou avec des campagnes de temps en temps qui se font avec des audiences foraines qu'on fait une fois tous les 6 mois au bon vouloir d'un bailleur de fonds. Non, il faut que l'État ait une véritable politique de décentralisation et donne les moyens à ses collectivités territoriales d'encadrer le processus d'enregistrement des naissances. Au regard de l'ampleur de la situation en tant que fonds, qu'est-ce que vos actions ont pu corriger dans les communautés dans lesquelles vous intervenez? D'accord. Alors, je voulais rapidement revenir sur les propos que vous venez de tenir par rapport au fait que dans les centres de santé, il faudrait qu'il y ait des officiers d'état civil. Le Bénin est en train de vivre une expérience intéressante. Je viens de discuter avec M. Arolou, qui est le responsable du programme Yuri, qui est un programme de la Banque mondiale qui aide 6 pays de l'espace UMOA pour les aider à identifier les personnes. Et il m'a dit qu'au Bénin, il y a une loi qui a été prise l'année dernière, qui est rentrée en vigueur le 6 janvier de cette année, donc 2021, et qui oblige toutes les sages-femmes qui accouchent les enfants à faire la déclaration des nouveau-nés. Donc on oblige chaque fois que une femme vient accoucher dans un centre de santé, c'est la sage-femme qui fait cette opération. Donc, vous voyez comment on a réussi à adapter dans un contexte, peut-être que cette expérience béninoise, d'abord, qu'il faut partager avec d'autres pays, n'est peut-être pas reproductible dans d'autres pays. Il faudra peut-être inventer d'autres systèmes ou voir d'autres personnes. Pays avec son contexte également. Voilà, et ses spécificités nationales. Mais voilà une expérience béninoise qui est très intéressante et qu'il va falloir partager. Donc, l'enregistrement des naissances, c'est la base de tout.
Et pour nous qui sommes, j'allais dire, aujourd'hui, nous avons les mains dans le cambouis sur cette action. Nous sommes un jeune fonds, hein, donc ça fait 1 an que nous avons été créés. Nous sommes mis sous la coupole ou sous les auspices de la Fondation Roi Baudouin en Belgique, parce qu'on a voulu profiter de leur notoriété, de leur savoir-faire, de leur expérience. Et ensuite, l'idée pour nous à terme, c'est de créer une grande fondation africaine basée sur le continent africain pour travailler sur cette question. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a un acteur qu'on n'a pas cité dans tous nos propos, qui est fondamental en Afrique et qui fait bouger les choses, c'est le secteur privé. Le secteur privé aujourd'hui, ce que nous pensons au niveau de notre fonds, c'est de mobiliser la philanthropie et le mécénat d'entreprises africains derrière cette cause. Car vous savez mieux que moi qu'il y a de bons philanthropes, beaucoup de philanthropes aujourd'hui qui émergent, dont on nous présente les fortunes. Il y a également des entreprises qui créent beaucoup de fondations d'entreprises. Aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes banques, les assurances de la zone ont des fondations, les grandes entreprises ont des fondations. Et ces fondations travaillent sur la responsabilité sociétale de leurs actions. Et l'un des domaines ou les domaines sur lesquels elles travaillent, c'est souvent l'éducation, la santé, ou alors aujourd'hui maintenant l'environnement, tout ce qui est changement climatique, les effets de pollution, effets de serre. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'entraîner aussi le secteur privé qui va être, j'allais dire, un peu la 3e roue de la carrosse. Il y a l'État, il y a toutes les organisations internationales, les organisations de la société civile, et puis le secteur privé. Nous, notre fonds, c'est de mobiliser prioritairement des fonds du secteur privé pour venir en accompagnement aux efforts qui sont déployés par les États et les collectivités territoriales. En parcourant votre site, je suis tombée sur un document, un livre intitulé « Les enfants fantômes ». Alors, partagez avec nous le contenu de ce document, par exemple. De quoi il s'agit concrètement? D'accord. Alors, je l'ai apporté justement pour le montrer à vos téléspectateurs. Les enfants fantômes est un ouvrage qui a été écrit en 2014 par deux co-auteurs. Le premier, c'est Maître Abdoulaye Arissou, qui est notaire honoraire, ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun, ancien président des notaires d'Afrique, qui est un ami personnel, qui est le président et le cofondateur du Fonds Urgence Identité Afrique. Et puis la petite histoire, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Maître Abdoulaye Arissou a été lui-même un enfant fantôme. Oh là là. C'est à l'âge de 6 ans qu'il a été déclaré à la naissance. C'est un cas concret. Donc il sait de quoi il parle, il a une certaine légitimité. Il partage avec nous son expérience. Il a une légitimité internationale et africaine très très connue. Alors le livre intitulé « Les enfants fantômes sans état civil, livrés à tous les dangers », ils sont des centaines de millions dans le monde sans existence légale. Alors quel est votre plaidoyer pour conclure cet entretien? La moyenne d'âge de la population africaine se situe entre 15 et 25 ans. Donc, il y a des millions de jeunes. Mais avant qu'ils ne soient jeunes, adolescents, ils sont d'abord des enfants. Ouais. Donc, il faut s'occuper d'eux. Il faut qu'ils deviennent des citoyens à part entière, qui participent à la construction de leur nation et à l'émergence de leur pays. Vous savez, c'est un formidable bonheur de pouvoir travailler sur les enfants. Fantômes, invisibles, sans papier, sans statut, sans visage. Tels sont quelques-uns des qualificatifs dont on affuble ces enfants qui ont eu le malheur de n'avoir pas été déclarés à la naissance. Parents, organisations de la société civile, décideurs politiques, la responsabilité de tous est très grande. Ne confisquons pas l'avenir des citoyens de demain. Donnons-leur un visage. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Thank you.